Question numéro 1. J'actionne le clignotant droit maintenant pour prendre la première sortie à droite. Oui, réponse A. Non, réponse B. Pour prendre la deuxième sortie en face. Oui, réponse C. Non, réponse D. Alors, il faut que tu saches que lorsque tu prends un carrefour à sens giratoire, il y a des procédures à respecter. Et notamment, 4 grandes procédures. La procédure pour tourner à droite, la procédure pour aller tout droit, la procédure pour aller à gauche et la procédure pour faire demi-tour. Alors, dans cette question, on parle donc de la procédure pour sortir à droite et la procédure pour sortir en face. Donc, ce que je vous propose, c'est de voir ces deux procédures. Alors, concernant la procédure pour prendre la première sortie ou pour tourner à droite. Alors, déjà, je me mets dans la voie de droite avec mon clignotant droit enclenché. Comme je m'engage dans un carrefour à sens giratoire, je dois laisser la priorité aux véhicules venant de gauche, dans cette portion du rond-point. S'il n'y a personne, je m'engage sur le sens giratoire dans la voie de droite. Une fois arrivé au niveau de la sortie, je fais 2 contrôles. Le contrôle tout d'abord à gauche, c'est-à-dire rétro-gauche, angle mort, gauche, pour voir si personne vient couper ma trajectoire. Et le contrôle droit, rétro-droit, angle mort, droit, pour voir s'il n'y a pas un cycliste sur la voie réservée au vélo. S'il n'y a personne, je m'engage dans la sortie. Maintenant, concernant la procédure pour aller tout droit ou en face. Alors là, on s'engage dans la voie de droite. Mais cette fois-ci, on n'a pas besoin de mettre le clignotant, étant donné qu'on va tout droit. Alors, bien sûr, comme on s'engage dans un carrefour à sens giratoire, on laisse la priorité aux véhicules venant de gauche sur cette portion-là du carrefour. S'il n'y a personne, on s'engage dans la voie de droite du carrefour à sens giratoire. Arrivé à cette portion du rond-point, j'enclenche mon clignotant droit. Et arrivé à la sortie, je fais aussi 2 contrôles. D'abord, contrôle gauche, c'est-à-dire rétro-gauche, angle mort gauche, pour voir s'il n'y a pas un véhicule qui vient couper la trajectoire. Et ensuite, contrôle droit, c'est-à-dire rétro-droit plus angle mort droit, pour voir s'il n'y a pas un vélo sur la voie réservée. S'il n'y a personne, on s'engage dans la sortie. Donc ici, pour répondre à la question, est-ce que j'actionne mon clignotant droit pour prendre la première sortie à droite? Eh bien, la bonne réponse, ici, est la réponse A. Pour prendre la deuxième sortie en face, la bonne réponse est la réponse D. Question numéro 2. Le van blanc risque de dépasser le cycliste. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je ralentis. Oui, réponse C. Non, réponse D. Alors, comme tu le vois, en face de nous, on a un van blanc qui a sur sa droite un cycliste. Donc, il y a de grandes chances pour que ce van veuille dépasser ce cycliste. Donc, ce que je fais, c'est que je ralentis au cas où il viendrait chevaucher la ligne sur ma voie. Les bonnes réponses ici sont les réponses A et C. Question numéro 3. Dans cette situation, réponse A, je ralentis. Réponse B, j'accélère.
Alors là, tu vois, on s'approche d'un passage à niveau. Donc, effectivement, on s'approche d'un passage à niveau, donc le feu peut s'allumer à tout moment. Donc, je ralentis au cas où si le feu s'allumerait et qu'un train passerait à ce moment-là. Donc, la bonne réponse ici est la réponse A. Question numéro 4. Le véhicule à droite est bien positionné. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, comme tu le vois, on a la voie de droite qui est délimitée par des lignes épaisses discontinues. Donc, ça vient marquer une voie réservée. Donc, le marquage au sol ici nous montre que cette voie réservée est réservée aux bus et non pas aux voitures. Donc, effectivement, le véhicule est très mal positionné et en plus, il risque donc une contravention de 4e classe et 135 € d'amende. La bonne réponse ici est la réponse B. Question numéro 5. Ce camion transporte des substances dangereuses. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, tu vois juste à droite la plaque sur le camion. C'est une plaque de symbole de danger. Alors, il faut savoir que les véhicules qui transportent des substances dangereuses doivent avoir 2 plaques. Alors, la première, c'est la plaque de code de danger. Alors, elle se présente comme ceci. C'est un petit carré orange avec 2 rectangles. Alors, le rectangle du haut indique le danger. Par exemple, danger d'explosion ou danger d'inflammabilité. Et en dessous, c'est le code de la matière. Par exemple, de l'essence, par exemple de l'hydrogène, par exemple de l'uranium. Ensuite, on a une deuxième plaque. Alors, cette deuxième plaque, elle s'appelle... c'est la plaque de symbole de danger. Donc, par exemple, si vous voyez ce document, c'est cette plaque de symbole de danger. Bah, vous voyez, le numéro 1, par exemple, représente la classe 1. Par exemple, ça, c'est les matières explosives. La classe 2, ce sera les gaz. La classe 7, ce sera les matières radioactives. Alors, à savoir que les véhicules qui transportent donc des substances dangereuses ne peuvent pas mettre ces plaques n'importe où. Par exemple, comme le montre le petit dessin, donc la plaque donc, de symbole de danger, la plaque de code danger doivent être placées à l'arrière du véhicule. La plaque de code danger doit aussi être mise à l'avant du véhicule. Et la plaque de symbole de danger doit être mise en place sur les flancs du véhicule. Bien sûr, leur nombre dépendra aussi de la longueur des véhicules. Mais ça devient beaucoup trop complexe. Pour l'instant, ces informations-là sont suffisantes pour vous. Donc ici, pour répondre à la question, est-ce que ce camion transporte des substances dangereuses ? Bah, la réponse est la réponse A. Question numéro 6. Lors d'un accident avec dommages corporels, j'informe les secours. Réponse A, de l'identité des blessés. Réponse B, du nombre de blessés. Réponse C, de leur état. Réponse D, de l'adresse de l'accident.
Alors, lorsque vous alertez les secours, il va falloir faire ce qu'on appelle un pré-diagnostic. Alors, on vous demande pas d'être médecin, on vous demande deux choses. La première chose, c'est d'informer les secours sur le lieu exact de l'accident. La deuxième chose, c'est d'informer les secours sur l'état des blessés. Alors, qu'est-ce que ça veut dire que donner l'adresse d'un accident ? C'est être le plus précis possible. Si l'accident a lieu en ville, alors là, c'est très simple, vous leur donnez l'adresse exacte. Il y a des plaques de rue qui donnent le nom de la rue et vous regardez les numéros qu'il y a sur les maisons ou les appartements. Alors, plus compliqué, si vous êtes sur route ou autoroute. Là, ce qu'il va falloir leur donner pour avoir une localisation la plus précise possible, c'est les indications qu'il y a sur la borne kilométrique. Vous vous souvenez ? On a vu ça très souvent, notamment dans la formation. Il y a des bornes kilométriques sur les routes et les autoroutes. Il faut seulement que vous lisiez cette borne kilométrique. Également, il faut aussi donner le sens de la route dans lequel vous êtes. Ensuite, concernant l'état des blessés, on va vous demander des choses très simples. Déjà, le nombre de blessés. Ensuite, leur état de conscience, s'ils sont conscients ou inconscients. Leur état respiratoire, s'ils respirent ou non. Et également, s'ils ont des hémorragies externes. Ici, j'informe les secours A de l'identité des blessés. Non, ça c'est totalement impertinent comme information. Du nombre de blessés, très pertinent comme information, de leur état et également de l'adresse de l'accident. Les bonnes réponses ici sont les réponses B, C et D. Question numéro 7. J'utilise mes feux. Réponse A de route, réponse B de position, réponse C de croisement. Alors, quand est-ce qu'on utilise les feux de route ? Eh bien, on les utilise de nuit, en agglomération non éclairée ou sur route non éclairée. Attention à une seule condition, c'est de ne pas éblouir un autre usager. La bonne réponse ici est la réponse A. Question numéro 8. Cette signalisation verticale indique réponse A, un obstacle, réponse B, une intersection. Alors, je suis sûr que vous vous posez la question, c'est quoi une signalisation verticale ? Alors, une signalisation verticale, ça va être toutes les signalisations qui sont verticales, c'est-à-dire les feux, les panneaux, les balises et les bornes. Alors, ici, on a affaire à ce qu'on appelle une balise. Alors, celle-ci, c'est une balise d'obstacle. Elle indique un obstacle sur la chaussée. Une balise d'intersection ressemblera à ça. Donc la bonne réponse ici est la réponse A. Question numéro 9. Pour remplir le réservoir de liquide de refroidissement, je débouche le bouchon noir. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors effectivement, le bouchon du liquide de refroidissement est celui qui est noir. Concernant le bouchon bleu, c'est le bouchon du réservoir
du liquide de lave-glace? La bonne réponse ici est la réponse A. Question numéro 10. Dans cette situation, réponse A, je m'arrête. Réponse B, je passe. Alors là, on peut voir, on est dans une rue à double sens de circulation et la voiture d'en face passe. Alors, on voit que c'est la voiture d'en face qui rencontre l'obstacle, c'est-à-dire les voitures garées. Donc, tu devrais me dire, normalement, c'est moi qui ai la priorité, je passe. Oui, mais en fait, non, c'est un peu plus compliqué que ça. Alors, on va juste revoir les règles de priorité. Alors, dans une rue à double sens de circulation, c'est le véhicule qui rencontre l'obstacle qui doit céder le passage au véhicule en face. Par exemple, ici, la voiture blanche rencontre une voiture garée, à droite, jaune. Donc, elle doit laisser la priorité à la voiture rouge. Cependant, si la voiture blanche est déjà engagée, alors, dans ce cas-ci, c'est à nous de nous arrêter pour éviter justement l'accident et le contact avec la voiture qui vient de face. Donc ici, dans ce contexte, je m'arrête. La bonne réponse est la réponse A. Question numéro 11. La signalisation indique une succession de virages dangereux dont le premier est à gauche. Oui, réponse A, non, réponse B. Que j'ai la priorité à la prochaine intersection. Oui, réponse C, non, réponse D. Alors ici, question super intéressante. Alors déjà, on a ce panneau. Que veut dire ce panneau ? C'est un panneau de danger qui nous avertit d'une succession de virages dangereux dont le premier est à gauche, comme le montre le petit dessin. Alors, il y a le pendant de ce panneau qui indique une succession de virages dangereux dont le premier est à droite, comme le montre le petit dessin. Vous voyez, le virage commence à droite. Ensuite, la signalisation indique que j'ai la priorité à la prochaine intersection. Oui, ce panneau est un panneau de priorité qui indique que j'ai la priorité à la prochaine intersection. Au-delà de ça, regardez bien, les panneaux, il y a un panneau au-dessus de l'autre. Donc le panneau de virage dangereux est au-dessus du panneau de priorité d'intersection. Et ça a une signification. C'est pas là par hasard. Je sais que beaucoup d'entre vous, là, se posent des questions, se disent, mais qu'est-ce qu'il raconte ? En fait, il y a des ordres de préséance. C'est-à-dire que lorsqu'un panneau est au-dessus de l'autre, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que le panneau du bas concerne le panneau du haut. Ce qu'on appelle un ordre de préséance. Et là, qu'est-ce que ça veut dire exactement dans cette situation ? Ça veut dire que vous serez prioritaire à la prochaine intersection qui se trouvera dans la zone de virage dangereux. C'est ça que ça veut dire. Pour en revenir à la question, la signalisation indique une succession de virages dangereux dont le premier est à gauche, la bonne réponse est la réponse A, que j'ai la priorité à la prochaine intersection, la bonne réponse est la réponse C. Sais-tu que Mon Code de la Route est aussi une plateforme pédagogique qui te permet de passer ton examen du code à partir de seulement 9,90 €. Et on a même conçu, spécialement pour toi, un programme qui te permet d'obtenir ton code en un temps record.
c'est le programme Mon Code en 10 jours. Avec un calendrier de révision personnalisé, un contenu pédagogique par thème conforme à la nouvelle réforme, des nombreux tests d'examen blanc issus de l'examen officiel, accessibles sur smartphone, tablette et PC durant 1 an et en accès illimité. Et surtout, cette formation est 100% remboursée en cas d'échec à l'examen. Alors, si tu souhaites obtenir ton code du premier coup sans te ruiner et sans risque, rejoins notre programme en cliquant sur le lien en description de la vidéo. Pour ça, tu as juste à cliquer sur le lien en description et à choisir ta formule. Question numéro 12. Je tourne à gauche. Je vais devoir laisser la priorité aux piétons. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors ici vous voyez, il y a une personne avec une poussette sur la sortie qui est à gauche et qui est en train de passer le passage piéton. Donc si je tourne à gauche, je vais devoir laisser la priorité aux piétons. La bonne réponse ici est la réponse A. Question numéro 13. Cette moto est autorisée à dépasser la voiture blanche. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je me décale à droite. Oui, réponse C. Non, réponse D. Alors, dans cette situation, est-ce que la moto peut dépasser la voiture blanche? Eh bien, non, tout simplement parce que ils sont dans la même voie. Donc, c'est strict. Ce que va faire la moto est strictement interdit. Ensuite, est-ce que je me décale à droite? Bon, dans la vraie vie, en fait, les motos font ça couramment. Hein, vous verrez lorsque vous passerez votre permis de conduire que ça arrive très fréquemment. Donc en fait c'est d'usage. C'est interdit mais c'est d'usage. Donc ce qu'on fait lorsqu'une moto veut dépasser une voiture, dans ce cas-là, on va se décaler sur notre voie à droite pour respecter une distance, un intervalle de sécurité suffisant entre notre véhicule et la moto. Donc ici, les bonnes réponses vont être les réponses B et C. Question numéro 14. Le siège enfant est bien placé. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je dois désactiver l'airbag passager. Oui, réponse C. Non, réponse D. Alors, ça, c'est une question de cours, hein. Une notion basique. Alors, effectivement, on peut placer un siège enfant sur le siège passager avant, comme ici, à 2 conditions. À condition que le siège soit dos à la route et d'avoir désactivé l'airbag passager. Donc, les bonnes réponses ici sont les réponses A et C. Alors, si tu as eu faux à cette question, je t'encourage vivement à te former, à aller dans l'information en cliquant sur le lien qu'il y a dans la description de la vidéo et de choisir ta formule. Question numéro 15. Dans cette situation, je ralentis. Oui, réponse A. Non, réponse B.
Alors ici, vous voyez bien qu'on roule sur une rue étroite et en plus avec un trottoir étroit. Sur le trottoir se trouve une personne qui tient un enfant sur les bras, donc qui est déséquilibré et qui a donc une zone d'incertitude très grande. Donc ici, je ralentis. La bonne réponse est la réponse A. Si tu aimes le contenu, alors prends quelques secondes pour liker la vidéo. C'est très important. Cela nous permet d'être mieux référencés et donc de te présenter encore plus de vidéos pour que tu puisses obtenir ton code le plus rapidement possible. Question numéro 16. Je place mon pied. Réponse A. Devant la pédale de frein. Réponse B. Devant la pédale d'accélérateur. Alors ici, vous voyez, il y a un véhicule blanc qui arrive par la droite. Cependant, il a un stop. Donc, j'ai la priorité. Par contre, il est possible que la personne ne nous ait pas vus. Donc, au cas où, on anticipe par mesure de sécurité et on met son pied devant la pédale de frein. La bonne réponse ici est la réponse A. Question numéro 17. Ce disque me permet de stationner dans les zones bleues. Oui, réponse A. Non, réponse B. Le stationnement est alors gratuit et limité. Oui, réponse C. Non, réponse D. Alors effectivement, ce disque te permet de stationner dans ce qu'on appelle les zones bleues, c'est-à-dire les stationnements qui ont des marquages bleus. Ce disque est apposé donc sur le tableau de bord et te permet de stationner gratuitement, mais dans une période de temps limitée. Les bonnes réponses ici sont les réponses A et C. Question numéro 18. Avant d'effectuer un long trajet avec mon véhicule électrique, je m'assure que la batterie soit complètement chargée. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, il y a deux choses à faire avant un long trajet lorsqu'on a un véhicule électrique. La première chose, c'est de charger sa batterie suffisamment. La deuxième chose, c'est de vérifier tous les points de recharge le long de votre trajet. La bonne réponse ici est la réponse A. Question numéro 19. Il est conseillé d'augmenter les distances de sécurité. Réponse A, seulement la nuit. Réponse B, lorsque la visibilité est réduite. Réponse C, lorsque l'adhérence est réduite. Alors effectivement, on augmente les distances de sécurité la nuit, lorsque la visibilité est réduite et lorsque l'adhérence est réduite. Ici, on va retenir que la réponse B et C, parce que la réponse A dit seulement la nuit. Donc ici, les bonnes réponses sont les réponses B et C. Question numéro 20. En période probatoire, j'ai perdu 3 points après une infraction. Je dois effectuer un stage après avoir reçu la lettre 48N.
dans les 4 mois? Réponse A. Dans les 3 mois? Réponse B. Je récupère 2 points par an jusqu'à la fin de mon probatoire. Oui, réponse C. Non, réponse D. Alors, très important pour les personnes en probatoire. Si vous perdez 3 points ou plus, alors vous serez obligé d'effectuer un stage. Alors, ce stage devra être réalisé dans les 4 mois après réception de la lettre 48N. Il faut aussi que tu saches une chose très importante. Si tu as commis une infraction durant ta période probatoire, alors tu ne pourras récupérer aucun point par an. C'est-à-dire que les 2 points ou les 3 points si tu es en conduite accompagnée que tu récupérais tous les ans, eh ben c'est fini. Tu ne les récupères plus. Donc ici, les bonnes réponses sont les réponses A et D. Alors clairement ici, c'était une question basique, une notion de cours basique. Donc si tu as eu faux à cette question, je t'encourage vivement à aller te former sur notre plateforme de formation ou ailleurs. Alors, surtout, ne te dis pas « Ah ben, c'est pas grave, les examens blancs vont justement m'aider à apprendre le code. » Faux. Les examens blancs ne servent pas à apprendre le code. Les examens blancs servent à tester si tu as, oui ou non, assimilé le contenu pédagogique. Alors, quelle est la meilleure méthodologie pour passer le code? C'est-à-dire, quelle est la meilleure méthodologie pédagogique? Alors, tout d'abord, il va falloir apprendre les cours par thème. Hein. Vous savez, il y a aujourd'hui 10 thèmes avec la nouvelle réforme. Une fois que tu auras appris ces 10 thèmes et tous les contenus de ces 10 thèmes, alors tu pourras passer à des exercices d'entraînement par niveau de difficulté. Tout d'abord les exercices faciles, les exercices moyens et les exercices difficiles. Une fois ce travail effectué, là, tu pourras t'exercer à faire des examens blancs. Surtout, ne pense pas que les examens blancs vont t'aider à apprendre. Ce n'est pas vrai. Et d'ailleurs, c'est pour ça que beaucoup de gens ratent leur code de la route. N'oubliez pas que le taux de réussite au code de la route est d'environ 60%. C'est-à-dire qu'il y a quasiment 40% des personnes qui échouent au code de la route, justement parce qu'ils n'ont pas la bonne méthodologie pédagogique. Donc ici, si tu t'es trompé à cette question, je t'encourage vivement à venir sur notre plateforme pédagogique et à participer à la formation. Pour ça, tu as juste à cliquer sur le lien en description et à choisir ta formule. Question numéro 21. Après ce panneau, la vitesse maximale autorisée est de 50 km/h. Oui, réponse A. Non, réponse B. Après ce panneau, je peux klaxonner. Oui, réponse C. Non, réponse D. Alors ici, vous avez un panneau d'entrée d'agglomération. Ce panneau d'entrée d'agglomération signifie deux choses, c'est-à-dire qu'il inclut deux panneaux. Une vitesse maximale autorisée de 50 km/h et une interdiction de klaxonner. La bonne réponse ici sont les réponses A et D. Question numéro 22. La consommation d'alcool augmente le temps de réaction. Oui, réponse A. Non, réponse B.
Alors, oui, effectivement, la consommation d'alcool aura, entre autres, pour effet d'augmenter le temps de réaction. La bonne réponse ici est la réponse A. Question numéro 23. Je dois faire une pause toutes les 2 heures de conduite. Oui, réponse A. Non. Réponse B. Alors, effectivement, comme le montre ici le document de cours, la fatigue est responsable d'un tiers des accidents mortels sur l'autoroute. Donc, le repos est nécessaire. Donc, le mieux étant de faire une pause toutes les 2 heures et faire une micro-sieste d'environ 20 à 30 minutes. La bonne réponse ici est la réponse A. Question numéro 24. Je klaxonne. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je fais un appel de phare. Oui, réponse C. Non, réponse D. Alors, question très intéressante parce qu'on a une signalisation qui nous oblige à avertir. Donc, en fait, on pourrait klaxonner. Oui, mais il est interdit de klaxonner de nuit. Donc, ici, on ne pourra pas klaxonner. Donc, ce qu'on fait ici pour avertir, vu qu'on est la nuit, c'est qu'on fait un appel de phare. Donc, les bonnes réponses ici sont les réponses B et C. Question numéro 25. Rouler avec une voiture hybride permet de diminuer les émissions polluantes. Oui, réponse A. Non, réponse B. Participe à l'éco-conduite. Oui, réponse C. Non, réponse D. Alors, rouler avec une voiture hybride, effectivement, va diminuer les émissions polluantes, les gaz à effet de serre, notamment. Est-ce que ça participe à l'éco-conduite? Eh ben, non. Regardez, ici, je vous ai mis le document que vous retrouverez donc dans l'information. C'est quoi l'éco-conduite? L'éco-conduite, c'est la mise en pratique de pratiques qui permettent justement de diminuer l'impact environnemental de la conduite. Ça va être par exemple, alléger le véhicule, préparer l'itinéraire, vérifier la pression, rouler moins vite, limiter la climatisation, etc. Donc ici, les bonnes réponses vont être les réponses A et D. Les vidéos sont totalement gratuites, donc abonne-toi pour aider la chaîne et surtout, active les notifications pour être prévenu des dernières vidéos et avoir ton code beaucoup plus rapidement. Question numéro 26. Les usagers les plus impliqués dans les accidents avec les tramways sont: réponse A, les cyclistes, réponse B, les trottinettes, réponse C, les véhicules légers, réponse D, les piétons. Alors là, c'est vraiment une question de cours simple. C'est soit vous savez, soit vous savez pas. Donc ici, je vous montre donc le document que vous retrouverez dans la formation. Et effectivement, les usagers les plus impliqués dans les accidents avec tramway sont les véhicules légers. Donc la bonne réponse ici est la réponse C.
Question numéro 27. Le pictogramme de niveau 3 indique, réponse A, de rouler avec précaution, réponse B, de demander l'avis d'un pharmacien. Le pictogramme de niveau 1 indique, réponse C, d'être vigilant, réponse D, de ne pas conduire sans lire la notice. Alors là, encore une fois, une question de cours. C'est soit vous savez, soit vous savez pas. Alors, donc vous savez que ces pictogrammes sont les pictogrammes qu'il y a sur les médicaments. Donc le pictogramme de niveau 3 vous informe que pour reprendre la conduite, il faut demander l'avis d'un médecin et non pas d'un pharmacien. Concernant le pictogramme de niveau 1, il vous indique de ne pas conduire sans avoir lu la notice. Donc ici, la bonne réponse est la réponse D. Question numéro 28. Je suis témoin d'un accident avec dommages corporels. Je propose de l'eau aux blessés pour les hydrater. Oui, réponse A. Non, réponse B. En premier lieu, je contacte les secours afin d'être secouru rapidement. Oui, réponse C. Non, réponse D. Alors, à savoir qu'il ne faut jamais donner ni d'eau ni de nourriture à un blessé qui vient d'avoir un accident. Il ne faut jamais faire ça. Autre chose, lorsque on est témoin d'un accident avec dommages corporels, on doit utiliser la règle du PAS. Donc, protéger, alerter, secourir. Donc, avant d'appeler les secours, on protège. Les bonnes réponses ici sont les réponses B et D. Question numéro 29. La distance de freinage à 90 km/h est de réponse A, 67 mètres, réponse B, 32 mètres, réponse C, 54 mètres, réponse D, 38 mètres. Alors, il faut que vous sachiez qu'il y a 4 distances à connaître pour passer votre code de la route. Si vous ne savez pas les calculer, ne pensez pas à passer votre code. Alors, il y a la distance d'arrêt, la distance parcourue durant le temps de réaction, la distance de sécurité et la distance de freinage. À 90 km/h, la distance de freinage est de 54 mètres. Pour tous ceux qui veulent savoir comment on calcule la distance de freinage, je vous invite à aller dans l'information. La bonne réponse ici est la réponse C. Alors clairement ici, c'était une question de cours pur et dur. Donc si vous voulez savoir comment on calcule une distance de freinage, je vous invite à aller sur le lien en description et de choisir la formule qui vous convient. Question numéro 30. Je suis testé positif au cannabis par les forces de l'ordre durant un contrôle. J'encours alors. Réponse A, un retrait de 4 points. Réponse B, une amende de 4 500 €. Réponse C,
une suspension de permis? Réponse D, une immobilisation du véhicule. Alors, comme le montre le document 6 juin que vous retrouverez dans la formation, la consommation de cannabis, c'est comme la consommation de stupéfiants. Hein, c'est un stupéfiant. Le cannabis est un stupéfiant. C'est donc un délit. C'est même plus une contravention. Là, on est passé au-dessus. C'est un délit. Donc, qui est passible d'une amende de 4500 €. Et encore, ça, c'est pour la première fois que vous faites attraper. La deuxième fois, c'est 9000 €. Vous encourez 2 ans de prison, une rétention immédiate du permis de conduire, une suspension de permis, une obligation de faire un stage, une immobilisation du véhicule, 6 points en moins, et plus encore. Hein. Là, la liste n'est pas exhaustive. Donc, est-ce que j'encours un retrait de 4 points? Non, c'est un retrait de 6 points. Est-ce que j'encours une amende de 4500 €? Oui. Une suspension de permis? Oui. Une immobilisation du véhicule? Également. Les bonnes réponses ici sont les réponses B, C et D. Question numéro 31. L'organe du corps qui élimine majoritairement l'alcool est réponse A, le rein, réponse B, le foie. Cet organe élimine entre réponse C, 0,1 à 0,15 g par litre de sang par heure, réponse D, 0,25 à 1,5 g par litre de sang par heure. Alors, l'organe qui élimine majoritairement l'alcool est le foie. Il élimine 95% de l'alcool ingurgité. Il faut aussi savoir que tous les autres organes, en fait, permettent d'éliminer l'alcool. Que ce soit les poumons, la peau, tous les organes permettent d'éliminer l'alcool, mais seulement à 5%. Donc, l'organe qui élimine l'alcool majoritairement, c'est le foie. Cet organe élimine entre 0,1 à 0,15 g par litre de sang par heure. Donc les bonnes réponses ici sont les réponses B et C. Question numéro 32. Je peux m'arrêter sur le trottoir de gauche. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je peux stationner sur le trottoir de gauche. Oui, réponse C. Non, réponse D. Alors, on voit qu'à gauche, on a 2 lignes. Donc, une ligne jaune pointillée qui indique que l'arrêt est autorisé et une ligne jaune continue qui indique qu'il est interdit de stationner et de s'arrêter. Alors, est-ce que je peux m'arrêter sur le trottoir de gauche? Ben non, parce qu'on peut s'arrêter seulement dans notre sens de circulation. Or là, c'est une rue à double sens de circulation. Et est-ce que je peux stationner sur le trottoir de gauche? Ben non, il y a une ligne jaune continue. Donc c'est totalement interdit. Les bonnes réponses ici sont les réponses B et D. Question numéro 33. Ce pictogramme est un voyant. Réponse A, de plaquettes de frein. Réponse B, de liquide de freinage. Réponse C, de frein à main. Réponse D, de frein moteur.
Bon, encore une fois, c'est une question vraiment très simple, hein, de cours basique. Ça, c'est le pictogramme de plaquette de frein, tout simplement. Donc, la bonne réponse ici est la réponse A. Question numéro 34. Je circule à 50 km/h. Mon allure est adaptée à la situation. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors ici, donc on a un panneau de signalisation qui nous indique que la vitesse est limitée à 50 km/h. Très bien. Par contre, sur le côté gauche, vous voyez, il y a un car donc, dans lequel il y a sûrement des enfants ou des individus qui vont sortir ou traverser la rue. Donc pour le coup, ici, la vitesse n'est pas adaptée. La bonne réponse ici est la réponse B. Question numéro 35. Hors probatoire, je viens de perdre un point. Je peux récupérer ce point automatiquement. Réponse A, dans 3 ans. Réponse B, dans 6 mois. Réponse C, dans 1 an. Réponse D, dans 2 ans. Alors ici encore une fois c'est une question de cours, donc là je vous montre le document que vous pouvez retrouver dans la formation qui vous montre les récupérations de points automatiques hors probatoire. Alors comme vous pouvez le voir en fait quand vous perdez des points vous pouvez les récupérer automatiquement si vous ne commettez pas d'infraction. Ça dépend de l'infraction que vous avez commise et le nombre de points que vous avez perdu. Lorsqu'on perd qu'un seul point, alors on peut récupérer ce point dans les 6 mois, si on n'a pas commis d'autres infractions entre-temps. Donc la bonne réponse ici est la réponse B. Alors là, c'était vraiment une question de cours qu'on voit régulièrement dans la formation. Donc si vous avez eu faux à cette question, vraiment, je vous incite vraiment à vous former, hein, que ce soit chez nous ou ailleurs. Alors, je reçois plusieurs messages de votre part, d'ailleurs je vous en remercie. Alors, vous me posez souvent 2 questions. Alors, la première c'est quand est-ce que je suis prêt pour passer mon code? Et la deuxième c'est est-ce que je dois suivre la formation? Alors, tout d'abord, on va répondre à la première question. Quand est-ce que tu es prêt pour passer ton code? C'est très simple. Si tu fais moins de 5 fautes sur les 5 dernières séries d'examens blancs que tu as fait, alors tu es prêt à passer le code de la route. Donc attention, hein, ça veut dire qu'il faut que sur les 5 dernières séries que tu as faites, de manière consécutive, il n'y a pas une seule série où tu as fait plus de 5 fautes. Donc si tu as fait plus de 5 fautes à une seule série, il faut que tu continues à faire des examens blancs. La deuxième question. Est-ce que il serait mieux pour moi de prendre une formation? Alors, là, c'est pareil. Si tu fais 8 fautes ou plus sur les 5 dernières séries d'examens blancs que tu as faites, alors il est vivement conseillé de te former. Ça veut tout simplement dire que il te manque certaines notions essentielles. Ça veut pas dire que tu connais pas ton cours, ça veut dire qu'il te manque des notions essentielles pour pouvoir progresser. Et clairement, c'est pas en faisant des examens blancs que tu vas progresser, tu vas même plutôt stagner. Voilà. Donc si tu as fait 8 fautes ou plus sur l'une des 5 dernières séries que tu as faites, je te conseille vivement de te former. Surtout que on a mis en place donc une plateforme pédagogique qui répond vraiment à tous vos besoins. On a fait en sorte que tout le monde puisse
se former au code de la route. Vous avez la formule standard, par exemple, qui est à 19,90 € par an. Donc vous payez une fois 19,90 € et vous avez le droit à toute la plateforme pendant un an en illimité, avec tous les cours, tous les items, plus de 1200 questions issues de l'examen officiel, commentées et corrigées. Vous avez pour ceux, par exemple, qui veulent passer leur code rapidement, la formule à mon code en 10 jours, pour passer son code en 10 jours, qui est à 39,90 € par an, en illimité. Et en plus, si vous ratez votre code, eh ben vous êtes 100% remboursé, seulement en envoyant votre preuve d'échec. Sinon, pour ceux qui le souhaitent, vous avez la plus petite formule, la formule basique, qui est à 9,90 € par semaine. Celle-ci, c'est une formule qui est hebdomadaire, qui en général est réservée à ceux qui ont déjà passé leur code et qui ont échoué. C'est une sorte de remise à niveau. Donc, vraiment, il y en a pour tous les besoins et il y en a aussi pour tous les prix. Et c'est vraiment pas cher. Ce serait bête de rater son code alors que vous auriez pu vous former pour 9,90 €. Allez, on reprend la série. Question numéro 36. Je cède la priorité à droite aux véhicules venant de droite. Oui, réponse A. Non. Réponse B. Alors ici tu vas me dire, le véhicule vient de droite, je cède la priorité à droite. Je lui cède donc la priorité. Alors oui, mais le problème, regarde bien les lignes de rive. En fait, il y a toujours des lignes de rive au niveau de là où la voiture noire est. Il y a toujours des lignes de rive. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que la route continue. Ça veut dire qu'il n'y a pas de croisement. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'en fait, ce véhicule sort d'une voie privée. Et s'il sort d'une voie privée, alors il n'y a pas de priorité à droite. C'est toi qui as la priorité. Et pas le véhicule qui sort d'une voie privée. Donc la bonne réponse ici est la réponse B. Question numéro 37. À droite, s'arrêter pour déposer une personne est réponse A. Autorisé. Réponse B. Interdit. Réponse C. Toléré. Alors, il est strictement interdit de s'arrêter et de stationner sur un arrêt de bus ou même sur une voie de bus tout simplement. Donc ici, la bonne réponse est la réponse B. Question numéro 38. Je suis bien placé. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, il faut que vous sachiez une chose. C'est que en France, on roule à droite. Donc, ici, on est très mal placé. On n'a pas le droit de rouler au milieu. À part si vous dépassez une voiture qui est dans la voie de droite. Donc, ici, on est très mal placé. On doit se rabattre. La bonne réponse est la réponse B. Je vois que tu es super motivé pour avoir ton code. Alors, soutiens la chaîne en t'abonnant et surtout en activant les notifications afin d'être prévenu des dernières vidéos mises en ligne. Question numéro 39. Hors
probatoire, le taux d'alcool maximal délictuel est de réponse A, 0,8 g par litre de sang. Réponse B, 0,4 mg par litre d'air expiré. À partir de ce taux, je perds. Réponse C, 6 points. Réponse D, 4 points. Alors, que l'on soit en probatoire ou non, le taux maximal délictuel est le même. Alors, vous vous rappelez de ce document que vous retrouvez dans la formation. Il est plutôt pratique. Donc, le taux délictuel probatoire ou non est de 0,8 g par litre de sang, soit 0,4 g, enfin 0,4 mg par litre d'air expiré. Au-delà, à partir de ce taux, je perds 6 points. Vous vous rappelez de ce document aussi. Pour ceux qui ont suivi la formation, ils ont ces documents. Donc, à partir de ce taux, je perds 6 points sur mon permis de conduire. Donc ici, les bonnes réponses sont les réponses A, B et C. Question numéro 40. Lors d'un contrôle de police, je dois obligatoirement présenter le procès-verbal du contrôle technique. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors ça, c'est une question qu'on a vue plusieurs fois. Donc, vous n'êtes pas obligé de présenter le procès-verbal du contrôle technique. Par contre, vous devez présenter une preuve que le contrôle technique est bien valable, valide. Par exemple, en montrant la vignette du contrôle technique. Donc la bonne réponse ici est la réponse B. Si tu as fait 8 fautes ou plus, ne panique pas. Rejoins-nous sur notre plateforme pédagogique en ligne en cliquant sur le lien en description de la vidéo. Tu pourras alors choisir la formule qui te convient. N'oublie pas de liker la vidéo et de t'abonner pour recevoir toutes les dernières notifications. Tu peux aussi continuer à t'entraîner en cliquant sur l'une des vidéos qui s'affichent.